Allez-y, Akumba. Docteur, moi j'aimerais qu'on aille sur votre domaine. C'est l'élève qui parle au maître, mais le maître n'est pas responsable des erreurs de l'élève. Le domaine financier, économique et financier, il y a eu gel de comptes. Lors du dégel, nous avons eu une information d'une source officielle qui nous a fait savoir qu'en quelques semaines, au niveau de la Banque centrale, il y a eu une sortie de 160 milliards de francs guinéens au minimum. Et puis l'État guinéen s'est un peu désendetté à hauteur de 1000 milliards auprès du... le Trésor public s'est désendetté auprès de la Banque centrale, auprès de 1000 milliards de francs guinéens, ce qui est un peu une réussite. Mais docteur, j'ai souvent dans ma tête qu'on peut réunir des fonds, des ressources internes, désendetter la Guinée et investir pour le développement. En quoi faisant? Je donne une petite image et après vous allez me donner votre lecture. C'est cette image-là que j'ai conçue ici dans la salle. J'avais appelé cette société-là Carfamoria, mais j'ai peur de vous frustrer. Bien. Je vais l'appeler Dabola. Alors, cette société Dabola, c'est la société Dabola Holding. Elle crée en Guinée la société Dabola Mining Guinée. Mais elle crée au même moment la société Dabola Financial et la société Dabola Commodities. Et la société Dabola Mining Guinée s'endette auprès de la société Dabola Financing. Elle produit, elle vend à la société Dabola Commodities. Voyez là la relation qui est un cercle vicieux qui tourne entre simplement Dabola Holding. Alors, quand Dabola Guinea Mining emprunte de l'argent auprès de Dabola Financier, il y a les frais financiers, il y a, si vous voulez, c'est des prix exorbitants. Quand Dabola produit, c'est cette société qui est implantée en Guinée, elle procède à des transferts captifs, donc des prix minorés, de sorte que l'assiette fiscale est très petite. Je voudrais avoir maintenant votre lecture. Je voulais dire au colonel Doumbouya de ne toucher, de n'annuler ni une convention ni un permis, mais de procéder à deux types d'audits. Premièrement, un audit des transactions commerciales des entreprises installées en Guinée pour dénicher ce type de cercle vicieux. Deuxièmement, procéder à un audit des obligations contractuelles et légales. Et j'ai même parfois le rêve, sinon la folie de croire, qu'en faisant ces deux types d'audits-là, il pourrait mobiliser des fonds au niveau interne parce que forcément il y aura des entreprises défaillantes et qui seraient prêtes à réparer le préjudice, qu'il pourrait désendetter la Guinée tant au niveau national qu'au niveau international et procéder à des investissements. Quelle est votre lecture d'un tel rêve? Écoutez, c'est pas un rêve. D'abord, je vous félicite. Mais je pense que très peu de gens ont compris ce que vous avez voulu dire. Ce que vous avez dit, c'est correct, mais je vais essayer de simplifier. Comme je suis un enseignant. Le simplificateur. Voilà. D'abord, allons étape par étape. Première chose, vous avez parlé de l'argent qui est sorti, 160 milliards. Je n'en ai aucune idée. Si c'est le cas, il faut tout de suite sanctionner. C'est mon point de vue là-dessus. Deuxièmement, vous avez parlé du désendettement de l'État. À hauteur de 1000 milliards. Oui, c'est juste ce que j'appelle un désendettement mécanique. C'est-à-dire que vous avez des rentrées d'argent, on a gelé les dépenses pour un moment pendant la période d'exception. Lorsqu'on gèle les dépenses pendant la période d'exception, il y a le flux financier. C'est pas une performance. Non, incroyable. Ce n'est pas le résultat d'une politique. C'est juste mécanique, je dirais. Donc les gens... Voilà, c'est juste mécanique. Il y a politique lorsqu'il y a des mesures délibérées qui produisent des effets attendus. Ce n'est pas le cas, c'est simplement mécanique. Lorsqu'on suspend les dépenses pendant la période d'exception, alors qu'il y a certaines recettes, la position s'améliore. Ce n'est pas très très important. Par contre, il a parlé de quelque chose. Ce dont il parle, c'est ce qu'on appelle en économie les prix de transfert. C'est assez compliqué. Les prix de transfert. Les prix de transfert. Je vais vous dire ceci. Supposons que la même entreprise fasse de la bauxite et de l'alumine et de l'aluminium, ce qui est très proche de la réalité. Elle va prendre la bauxite, elle va vendre la bauxite à son usine qui fait de l'alumine, et l'usine d'alumine va vendre l'alumine à l'usine du même groupe qui fait l'aluminium. Donc ça dépend des positions. D'accord? Si il y a des prix entre différentes entités du même groupe, ces prix peuvent être volontairement minorés ou majorés selon les bénéfices de l'acteur. C'est ça que ça signifie.
Par exemple, l'entreprise qui est là, lorsque CBG, si CBG ne veut pas payer beaucoup d'impôts pour simplifier, CBG a tendance à augmenter le prix de ses achats. Donc ça va diminuer les bénéfices de CBG. Bien, Okay. on va prolonger, Donc, si vous permettez, si CBG docteur. achète à une filiale, CBG va surfacturer ses achats. À cause de cela, les entreprises minières qui sont très souvent intégrées, aucun État n'arrive à réellement connaître le bénéfice d'une entreprise minière à cause de ces surfacturations et de ces sous-facturations. Et ces interactions dans internes. le cadre d'un groupe. Ouais. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques années déjà, moi j'ai toujours dit, ça ne sert à rien de taxer une entreprise minière au niveau des bénéfices. Il faut taxer la marchandise qui sort, le produit. Prends une taxe sur ça, une taxe conséquente, et laisse tomber ces histoires de taxes sur le bénéfice parce que personne ne comprendra le bénéfice des grandes entreprises intégrées. Très bien, docteur. Ni ici, ni dans les pays développés. Bien. Docteur, on est obligé de marquer une courte pause de nouveau. Et on revient pour continuer cette interview. Donc, on rentre dans sa dimension économique. Bien, nous poursuivons cette interview avec vous, docteur. Vous étiez en train, avant la pause, de répondre à une question de Akoumba Diallo. Oui, c'était sur les prix de transfert. Ouais. C'est lorsque simplement une entreprise exagère ses coûts de produits qu'elle achète et réduit le prix de ses ventes. Voilà, ça permet de réduire son bénéfice. C'est pourquoi les entreprises minières sont très friandes de ça. Elles vont augmenter ses factures de tout ce qu'elles achètent. Elles vont réduire le prix de tout ce qu'elles vendent. Donc ça permet de réduire le bénéfice. Mais quand elle achète ses produits chez des entreprises parentes, elle vend sa production chez une autre entreprise parente, ça donne le conglomérat qu'il a essayé de décrire et il a raison. C'est ça ce qu'on appelle... Il y a donc un travail à faire à ce niveau Absolument, dans le cadre de la transition pour capter plus de ressources. Non, je crains que la transition ne puisse rien à ça. Même les grandes puissances n'arrivent pas à dominer ce genre de pratiques dans les multinationales.